beaucoup. Le 24 août, ce sera le jour de l'indépendance ukrainienne. Ça fait référence au 24 août 91. Et les Ukrainiens en font un symbole. Jusque dans ce clip très travaillé pour montrer la détermination ukrainienne à frapper Moscou. Alors, on se rappelle les frappes des derniers jours et des dernières semaines, surtout sur le quartier d'affaires. Cette fois, c'est un défi lancé à Moscou, non pas pour une ou deux frappes ponctuelles, mais pour un bombardement organisé, une vague de drones qui est annoncée. Écoutez. Anastasia Chapochkina, là, tout est éloquent, évidemment, l'enfant endeuillé, et puis la vengeance promise aux Russes avec des vagues de drones. Cette fois, c'est une bataille du ciel qui est annoncée. Alors, est-ce que la date du 24 août sera un emblème plus général, ou est-ce que vraiment ils vont essayer de frapper le 24 août? Ça, personne ne peut le dire, mais là, on a franchi dans la communication ukrainienne un seuil dans la façon de défier Moscou. Je pense que déjà, dans la communication, c'est un pas important de la position qui est défensive vers la position plus offensive, qui devient de plus en plus aussi acceptée, et c'est acceptable et normal, et donc dans le sens que c'est le pays en guerre, et il y a de plus en plus de compréhension que le pays en guerre ne va pas juste rester chez elle en train de prendre les frappes, aussi, elle va essayer de faire les frappes. Ça nous démontre aussi, c'est sur la situation dans l'industrie de drones, l'industrie donc de drones de la défense ukrainienne, qui aujourd'hui est un pays capable de produire ses propres drones chez elle, et dont l'industrie de la défense a vraiment de drones, de production de drones a explosé d'une douzaine d'entreprises avant le début de la guerre jusqu'à 2000 entreprises aujourd'hui, qui attirent beaucoup d'investissements étrangers, qui attirent vraiment aussi des technologies, des expérimentations de drones, et qui ont un véritable terrain de test. Est-ce que c'est une façon aussi de parler aux Occidentaux? Parce qu'on sait que notamment les Américains parfois ont exprimé des réserves sur le fait d'attaquer à l'intérieur du territoire russe. Ambiguïté, parfois ils critiquaient le fait avec les armements occidentaux, ça c'est sûr, mais même avec des armements ukrainiens. La Maison-Blanche a été ambiguë sur le fait. Et là, il y a une manière ukrainienne de dire bah non, toutes ces réserves ne nous intéressent pas, on y va. C'est une nouvelle vague, on peut dire, une nouvelle vague de communication, mais aussi de faits. Et on voit que la Moscou, peut-être, c'est ça qui est plus nouveau, parce que en vérité, l'Ukraine a attaqué les bases russes, les bases militaires, les dépôts de munitions, les dépôts aussi de tout ce qui est le pétrolier, et y compris avec les armements occidentaux depuis déjà plusieurs mois. Donc, mais pas en territoire russe, théoriquement. Aussi en territoire russe. Avec des armements occidentaux? Oui, bien sûr, parce que ce sont des missiles qui doivent être, qui sont une certaine portée. L'Ukraine dit que non. Dans le sens que on peut dire que c'était les armements ukrainiens, ou ce que vous voulez, mais dans le sens que, par exemple, le bateau russe qui était coulé tout au début de la guerre, le bateau Moskva. Okay. Donc aujourd'hui, on sait que c'était les missiles Neptune qui ont été utilisés pour le couler. Donc ensuite, au début, on s'est demandé qu'est-ce que c'était, etc. Et il y avait différentes. Mais là, on est dans la mer Noire. On n'est pas, n'est-ce pas, dans les profondeurs du territoire russe. C'est là un peu la nuance. D'accord, dans le sens que on sait qu'il y avait déjà plusieurs dépôts de munitions, plusieurs dépôts du pétrole qui ont été déjà détruits, qui étaient sur le territoire russe. Et ça, du coup, déjà, ça c'était fait. Et ensuite, après, on peut dire bien sûr que c'était les Russes qui se sabotent aussi. Mais on peut bien espérer que c'est bien l'armée ukrainienne qui prend ces décisions et ces initiatives. Il y a vraiment une Ukraine là qui affiche sa volonté d'offensive. Alors, l'offensive terrestre classique, on a compris que pour l'instant, il n'y a pas de percée considérable. Mais là, il y a une volonté d'offensive générale, tous azimuts, jusque dans les emblèmes. 24 août encore, on retire de la gigantesque statue qui domine la ville de Kiev, c'est la statue de la mère patrie, n'est-ce pas? On va voir cette image dans un instant, où la désoviétisation est en marche. On retire, voilà, cette image-là, elle est évidemment très très symbolique. Tous ceux qui sont allés à Kiev, évidemment, ont ça dans l'œil. Les emblèmes, la faucille, le marteau, qui sont retirés pour mettre à la place
l'emblème national, le trident ukrainien. Effectivement, donc si avant la guerre, même avant 2014, on pourrait dire, donc les symboles de ce type représentaient l'histoire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le même, je pense, cas de figure, où se retrouvent plusieurs États, les États-Unis par exemple, certains pays africains, où la France était par exemple colonisateur, donc se retrouve aussi dans le même état d'esprit. Donc là où c'est le pays colonisé qui anciennement, donc par la Russie dans ce cas-là, donc affirme aussi son indépendance depuis 30 ans face à l'agression de ce même colonisateur aujourd'hui. Vous êtes ukrainienne, Oui. votre famille est ukrainienne. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette image? Ça me fait juste une réflexion, pourquoi ça n'a pas été fait avant. Mais moi, je comprends pourquoi, parce que du coup, avant, c'était juste une relique historique. C'est pour la même raison pour laquelle les statues de Lénine décoraient toutes les places centrales de l'Ukraine avant 2014. Et après 2014, il n'y avait plus aucune statue de Lénine nulle part. Donc, pour la même raison, ça fait démonter. Et c'est pas normal dans la situation actuelle. Il y a un poids des crimes communistes qui est tellement considérable. Votre propre famille, vous me disiez c'est une grande famille. Est-ce qu'elle a souffert par exemple de la famine, la grande famine organisée par Staline, pas seulement en Ukraine d'ailleurs, dans d'autres territoires encore avoisinants, là où il y avait des grands territoires agricoles? Votre famille en a souffert? Oui, ma famille, donc, elle est de l'Ukraine, elle a beaucoup souffert de ce famine. Donc il y avait plusieurs famines d'ailleurs artificielles, mais notamment celle qui est la plus connue, bien sûr, Holodomor 1932-33. Donc ma grand-mère par exemple, elle avait 8 frères et sœurs, et après la famine 1932-33, il restait que 3 frères et sœurs, donc il restait 4 enfants dans la famille. Oui, donc sur 9 enfants, il restait 4. 4 sont restés. Oui, et bien sûr, il y a plein de familles voisines qui ont vu tous mourir avec 9, 10 enfants, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a laissé l'empreinte sur tous les Ukrainiens qui ont vécu en Ukraine dans cette période. Il y a des écrivains comme Vassili Grossman qui font la comparaison entre le génocide, les génocides commis par les nazis, et cette forme de génocide-là, n'est-ce pas, contre une classe entière. En l'occurrence, c'était les paysans prétendument riches. Évidemment, c'était pas les paysans riches, c'était une classe entière que le stalinisme a voulu détruire. Exact. La classe entière des paysans, et il ne s'agit pas vraiment, dans ce cas-là, de famine des riches ou des pauvres, parce que la famine touchait vraiment tout le monde. C'était fait par l'évacuation de la nourriture, donc la prise par la force de la nourriture. Et donc, ça laissait assez pauvre tout le monde. Et dans ce cas-là, on parle de génocide de la population. Et effectivement, les chiffres sont comparables, parce que personne, bien sûr, ne sait combien de gens ont des morts par la famine, mais les estimations varient entre 4 et 7 millions contre les 6 millions de juifs tués par les nazis. Quand vous êtes arrivé, quand vous parlez à des Français qui souvent ont une autre vision de la tradition communiste, qui sont plus indulgents que les gens qui viennent d'Ukraine, de Pologne, etc., il y a une incompréhension? Maintenant, à vrai dire, y compris grâce à celle-ci, il y a de moins en moins d'incompréhension. Je pense que le sujet, maintenant, il est largement couvert. Bien sûr, il y a des intérêts politiques, des intérêts business aussi, et des habitudes de travail ensemble aussi, certaines histoires qui lient la France avec la Russie, notamment, qui encore font barrière à cette compréhension pour certains, soit forment une base de l'espoir que cette coopération va être renouvelée dans le futur. Mais j'espère que même il y a qu'il y a assez d'informations pour qu'il y ait au moins une réflexion, même parmi ces gens qui s'en doutent. Mais je pense qu'aujourd'hui, la public française, pour la plupart, comprend la situation en Ukraine et comprend le rôle de la Russie dedans. On a l'impression que l'Ukraine s'éloigne, cette image elle est tellement forte, elle s'éloigne de plus en plus de l'Est. En réalité, et c'est là où sans doute l'entreprise de la Russie est vraiment vouée à l'échec, c'est que quoi qu'il arrive, c'est fini. Je veux dire, le pays est en train de se translater vers l'Ouest. La dernière fois que j'étais en Ukraine avant la guerre, donc c'était juste à la fin d'été 2021, et mon impression, tout simplement, c'était que l'Ukraine, c'était le pays européen. Tout était comme en Europe. Donc les routes, les autoroutes qui ont été fraîchement refaites partout dans le pays, le business, le niveau de service, même l'architecture, là où il est resté traditionnel, dans peu d'endroits où il est resté, ressemble beaucoup à l'architecture européenne. Les gens, le mode de vie et surtout les espérances et le regard sur le futur. Donc l'espérance des gens quand ils regardent le futur, ils n'ont pas regardé vers la Russie ou vers la Chine, mais ils regardaient surtout vers l'Europe, s'identifier complètement. Le calendrier, on voit à quel point c'est important. On découvre là tout à coup que les Ukrainiens veulent aller vite, en tout cas, il y a une fenêtre de tir, n'est-ce pas, avant l'automne, fenêtre de tir militaire mais aussi politique. Prendre vraiment au mot les Occidentaux, pas qu'il y ait de relâchement, pas qu'il y ait de compromis. Dans le sens que, militairement parlant, la guerre nous a montré dans les dernières 1 an et demi qu'il n'y a pas vraiment de saison pour la guerre, la guerre se fait sur toutes les saisons. Et ensuite, par contre, tout ce qui concerne la fenêtre de tir,